Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous ai parlé de nombreuses fois sur cette chaîne d'hypothétiques planètes qui n'ont jamais été découvertes. Je vous ai brièvement parlé de la planète X, de l'Antiterre, de la planète Vulcain dont on sait aujourd'hui qu'elle n'existe pas. Alors là vous vous dites certainement, c'est bon, on a l'overdose, trop de révélations d'un coup, arrête avec des planètes qui n'ont jamais été découvertes, etc. Et en même temps, je comprends les critiques à mon encontre. Vous voulez pas une dernière planète, une toute petite, pour me faire plaisir, d'accord? D'accord? Bon, de toute façon, vous n'avez pas à décider, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Générique. Avant de parler de tout ça, il faut d'abord faire une petite mise en contexte. Lorsque les scientifiques finirent par prouver que le modèle héliocentrique du système solaire, c'est-à-dire quand le Soleil est au centre de ce qu'on appelle l'univers, est plus efficace et plus pratique que le modèle géocentrique, c'est-à-dire le fait que la Terre soit au centre de ce dit univers, on a pu déterminer par la suite la distance entre les différentes planètes dans notre voisinage cosmique. Nous avions rapidement compris que des planètes comme Mercure, Vénus ou Mars étaient bien plus proches de la Terre et du Soleil que les autres planètes gazeuses, donc Saturne et Jupiter. Pour se représenter de manière pratique les distances du cosmos, en tout cas dans notre voisinage cosmique, on utilise une unité de mesure qui s'appelle l'unité astronomique, abrégée UA. Une unité astronomique représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc la Terre se trouve à 1 UA du Soleil. On calcule les distances en kilomètres, mais bon, c'est pas évident de se représenter ça dans sa tête. Par exemple, si je vous disais que Saturne se trouve à 1,430 milliard de kilomètres du Soleil, ça veut pas dire grand chose. 1,430 milliard, c'est une distance beaucoup trop longue pour être représentée correctement dans le cerveau humain. Par contre, si je dis que Saturne orbite autour du Soleil à une distance de 9,54 UA, là c'est tout de suite beaucoup plus pratique. Cela veut dire qu'elle est 9,54 fois plus loin que la Terre par rapport au Soleil. Vu que la Terre, ça fait une unité astronomique et évidemment, pour la Terre, on l'utilise comme standard dans le système solaire. Là où ça commence à devenir potentiellement factuellement beaucoup intéressant, ça veut rien dire mais je m'en fous, c'est quand on compare les distances des différentes planètes par rapport au Soleil. Et c'est aussi là qu'intervient notre protagoniste du jour. Johann Daniel Titius est un astronome allemand qui a vécu au XVIIIe siècle et qui est à l'origine par ailleurs d'une propriété mathématique relativement géniale dans le système solaire. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas précisément la distance des orbites en moyenne dans le système solaire. On avait une vague idée, mais globalement, il y avait quand même certaines imprécisions. On arrivait cependant à donner des estimations plus ou moins correctes et relativement proches de la réalité. Johann Daniel Titius va reprendre certains écrits de l'astronome écossais David Gregory pour émettre une suite de nombres que voici. La suite se définit comme ceci: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Dans l'absolu, cette suite paraît tout à fait anodine, sauf qu'elle ne l'est pas. Si vous avez un petit peu de connaissances en mathématiques, vous savez d'ores et déjà qu'il s'agit là d'une suite exponentielle de raison 2. Ouais, c'est pas faux. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. À partir du nombre 3, les nombres qui suivent seront toujours le résultat de la multiplication du nombre précédent par 2. En somme, on multiplie constamment le prochain nombre par 2. Le troisième nombre est 6, c'est-à-dire 3 fois 2, puis 12, c'est-à-dire 6 fois 2, etc., jusqu'au huitième nombre, 192. Que va faire Johann Daniel Titius avec cette suite? Il va ajouter 4 à chacun des nombres, puis ensuite tous les diviser par 10. Et voilà ce que ça donne. 0,3, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6. Vous trouvez ça toujours aussi inintéressant? Oui, probablement. Et si je vous disais que cette suite de nombres, aussi bizarre soit-elle, est la transcription parfaite des distances entre les planètes dans le système solaire en unité astronomique par rapport au Soleil? 0,3 c'est Mercure, elle se trouve à 1/3 d'une unité astronomique par rapport au Soleil.
0,7 c'est Vénus. Elle se trouve à 70% d'une unité astronomique par rapport au Soleil. 1 c'est la Terre, en même temps c'est logique. La valeur 1,6 est attribuée à Mars, celle de 5,2 à Jupiter et celle de 10 à Saturne. Alors attention, ce n'est pas exact à 100%, c'est pas parfaitement précis. Mais dans sa globalité, c'est juste. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement qu'il existe une relation mathématique assez harmonieuse entre les différentes planètes du système solaire. Là, on ne parle pas d'une relation irrégulière, mais d'une propriété mathématique parfaite, ou du moins quasi parfaite. Mercure est 2 fois plus proche du Soleil que Vénus, 3 fois plus proche que la Terre et 5 fois plus proche que Mars. Cette dernière est environ 50% plus loin que la Terre, et en parlant de celle-ci, la planète bleue est 5 fois plus proche que Jupiter et 10 fois plus proche que Saturne. Avouez que mathématiquement parlant, c'est plutôt stylé. Cette propriété a été énoncée puis publiée par Johann Daniel Titus en 1766. Seulement, dans cette suite de nombres, 2 valeurs ne sont pas attribuées à des planètes. Il s'agit des valeurs 2,8 et 19,6. Selon la logique de cette suite numérique, vu que Mars est attribué à 1,6 unités astronomiques et Jupiter attribué à 5,2 unités astronomiques, on devrait découvrir une planète dans les années qui suivent après 1766 qui se situerait à environ 2,8 unités astronomiques du Soleil. Pareil pour la valeur 19,6. On cherche également une planète qui se situerait à 19,6 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 19,6 fois plus loin que la Terre. Et c'est là où vous vous rendez compte de tout mon génie, à quel point j'ai fait une pierre deux coups. Là, on n'a pas affaire à une, mais 2 planètes hypothétiques qui n'ont pas été découvertes, dans le même épisode. Et oui. Le problème, c'est que lors de la publication de cette curiosité mathématique, la communauté scientifique n'y voit pas un très grand intérêt. C'est mathématiquement harmonieux, c'est vrai, un rapport de 1 sur 2, c'est plutôt joli. Mais ce n'est pas une révélation particulière ou exceptionnelle dans le système solaire. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est que pour vérifier complètement la véracité de cette propriété, il faut d'abord découvrir les 2 planètes qui manquent. Or, découvrir une planète au XVIIIe siècle, c'est très compliqué. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont 5 planètes connues depuis l'Antiquité. Et entre l'Antiquité et le XVIIIe siècle, l'homme a fait d'immenses progrès en astronomie. Et pourtant, on n'a toujours rien découvert à l'époque. Déjà que Saturne est vachement loin de la Terre et du Soleil, qu'il est difficile de l'observer au XVIIIe siècle, alors essayer de découvrir une planète qui est 2 fois plus loin par rapport au Soleil, c'est franchement pas du gâteau. La seconde raison, c'est qu'en fait, cette propriété mathématique, ça n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, c'est plutôt joli à expliquer, c'est une propriété mathématique sympathique et rigolote à montrer. Mais dans le cosmos, en général, on s'en fout. Nous vivons dans un univers avec un nombre tellement démesurément gigantesque de variables que les coïncidences mathématiques ou ce genre de propriétés bizarres, ça arrive plutôt couramment. Et ça, la communauté scientifique l'avait partiellement compris à l'époque. Repensez-y à 2 fois lorsque vous voyez des posts sur les réseaux sociaux de gens qui clament haut et fort l'intervention d'une entité divine à chaque fois qu'ils voient un paysage magnifique ou qui comprennent une petite coïncidence sur la réalité de notre monde. Ceux qui utilisent Twitter savent parfaitement de quoi je veux parler. Enfin, je pense. Malgré la réception un petit peu mitigée de ses travaux et un semi-succès, on va dire, Johann Daniel Titus ne désespère pas et continue ses œuvres. Il va jusqu'à prédire que si jamais on découvre une planète dans le futur, au-delà de 1766 et au-delà de Saturne, en termes de distance par rapport au Soleil, alors il est fort probable que la distance entre le Soleil et cette planète soit de 19,6 unités astronomiques. Les gens n'y prêtent pas vraiment attention, c'est une prédiction, mais bon, en l'absence de preuves, on peut pas le croire. Jusqu'au moment où, un beau jour de 1781, Johannes Kepler découvre la planète Uranus. Et devinez quoi? L'orbite moyenne d'Uranus se trouve être à environ 19,18 unités astronomiques. Alors effectivement, ça ne concorde pas parfaitement avec les prédictions de Titus. Mais globalement, l'idée était là, et on ne peut pas lui donner tort. Parce que oui, dans sa globalité, l'orbite d'Uranus est 2 fois plus loin que l'orbite de Neptune. Du coup, la suite exponentielle de raison 2 continue avec la 7e planète du système solaire.
À partir de ce moment-là, les travaux de Titus deviennent un petit peu plus populaires, de la même manière que Edmond Halley qui avait prédit le retour de la comète qui porte son nom 15 ans après sa mort. Un autre astronome allemand, Johannes Elert Bode, reprendra ses écrits pour les reformuler et les republier. Et cette propriété deviendra la loi de Titius-Bode, du nom des deux astronomes. C'est marrant ça. Tous les protagonistes de cette vidéo s'appellent Johann ou Johannes. Je soupçonne l'existence d'un complot. Ouais. Concernant l'hypothétique planète entre Mars et Jupiter, qui équivaudrait à une orbite de 2,8 unités astronomiques par rapport au Soleil. Là, c'est tout de suite plus compliqué. On a pendant assez longtemps cherché cette hypothétique planète qui coïnciderait à cette valeur. On lui a même donné un nom, Phaéton. Sauf que malheureusement, vous vous en doutez bien, vu qu'on parle de planète hypothétique, elle n'a jamais été découverte. Comme c'est étrange, c'est pas comme si ça faisait la 4e fois que ça arrive sur cette chaîne. Il existe cependant dans la ceinture d'astéroïdes un planétoïde du nom de Cérès. J'en avais déjà parlé dans ma trilogie sur les astéroïdes au mois de février et mars dernier. Cérès correspond effectivement à cette valeur, sauf que ce n'est pas une planète. Et aujourd'hui, on sait que la ceinture d'astéroïdes n'est pas le résultat de l'effondrement d'une seule et même planète, mais plutôt un amas de petits corps qui n'ont pas réussi à s'agglomérer. En soi, la théorie de l'existence de Phaéton ne tient pas debout. Et c'est que le début. En 1849, la planète Neptune est découverte par Urbain Le Verrier. J'en avais déjà parlé dans un récent épisode. Mais il se trouve que Neptune n'est pas à la distance prédite. On devrait, par la logique de la loi de Titius-Bode, avoir l'orbite de Neptune à environ 40 unités astronomiques. Sauf que ce n'est pas le cas. Neptune se situe à 30 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 fois la distance Terre-Soleil, donc ça invalide la loi. Les astronomes du XXe siècle ont rapidement essayé de voir dans les orbites de Pluton et de Sedna, une planète naine très lointaine du Soleil, un rapport harmonieux de raison 2, comme avec les autres planètes du système solaire. Mais il n'en est rien. Au final, la loi de Titius-Bode marche à 80%, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que les planètes possèdent ce rapport mathématique si particulier, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Mais vu que la loi ne marche pas complètement, on n'est pas plus avancé. Aujourd'hui, après plus de 250 ans de réflexion, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que la loi de Titius-Bode est plus une curiosité mathématique qu'autre chose. Vu que cette propriété ne marche ni avec Pluton, ni avec Neptune, ni avec la ceinture d'astéroïdes, on n'est pas plus avancé. Comme je l'ai dit auparavant, dans l'univers il existe un nombre tel de variables qu'une coïncidence mathématique de ce style est plutôt courante. Cela n'a pas empêché certains d'y trouver une explication, mais justement c'est pas assez parfait pour qu'on ne le considère pas comme une coïncidence, justement. Voilà, cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos, à mettre un pouce bleu si mon travail vous plaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt!